de l'Empire romain aux invasions barbares et à la mondialisation et vers une dictature scientifique. Poursuite de la lecture de ce chapitre. Les dictatures scientifiques annoncées par les écrivains britanniques Orwell, Huxley, Russell. En des termes très clairs, des écrivains britanniques bien placés pour savoir ce dont ils parlaient, au cœur de la surpuissance anglo-saxonne de la première moitié du XXe siècle, annoncèrent l'imminence d'une dictature scientifique et ou de totalitarisme politique quasiment impossible à contrecarrer. Orwell, Huxley, Russell, trois esprits majeurs du XXe siècle, aux œuvres programmées et enseignées au lycée et à l'université. Des hommes jamais diagnostiqués comme complotistes et paranoïaques, et aux paroles confirmées par le passé, le présent et les plans d'avenir de toute une partie des décideurs du monde. George Orwell publia dans 1984 à 1949, mais l'écrivit en grande partie l'année précédente, 1948, avec deux dates en miroir, 1984-1948, comme pour signaler que le processus était enclenché ou déjà là. Sa dystopie, vision cauchemardesque de l'avenir, décrit un monde polarisé en trois blocs, Océania, Eurasia, Estasia. Dans une guerre sans fin, comme irréelle, mais permettant le droit de contrôle absolu sur les citoyens pour des raisons de sécurité prioritaires. Un tel écran espionne en permanence les individus chez eux. La police politique et les portraits de Big Brother sont omniprésents. La langue a été réduite pour réduire la pensée. La mémoire est effacée par la maîtrise de l'information. Les divertissements et la culture sont inexistants. L'amour libre est un crime. Les devises de l'Empire sont « la guerre, c'est la paix ». La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Et qui contrôle le passé, contrôle le futur. Qui contrôle le présent, contrôle le passé. Posant ainsi les enjeux de l'information dans un régime politique. Anglais ayant grandi dans le Raj britannique extrêmement dur en Inde et fait ses études à l'Eton College, combattant de la guerre d'Espagne, clochard à Paris, journaliste à la BBC, Orwell savait de quoi il en retournait en termes de conditionnement mental, de contrôle des peuples par une extrême minorité et de réalité de la vie. Le monde d'aujourd'hui lui donne raison avec les grands marchés communs internationaux sur lesquels cherchent à régner quelques commissions jamais élues. Comités d'entreprise, conseils d'actionnaires et tables rondes, avec la menace d'un ennemi invisible, mais à la menace constante, justifiant une surveillance totale par le biais des technologies de la communication. La vidéosurveillance a remplacé la surveillance de Dieu, mais c'est toujours la bienveillance qui est censée guider ceux qui la pratiquent en haut lieu au nom d'un bien supérieur, ou du principe de réalité. Aldous Huxley, dans Le meilleur des mondes, 1934, puis Retour au meilleur des mondes, 1958, Brave New World Revisited, annonça sous une forme allégorique puis directe qu'une dictature scientifique était en marche, répartissant les gens en castes, quelque part les rétablissant aussi, puisque les castes sont un système très ancien, comme les classes, cultivant les enfants en laboratoire, les conditionnant à craindre la beauté et la noblesse d'esprit, abolissant toute profondeur, les poussant à des célébrations chimiques et orgiastiques. Paranoïa ? C'est le propre ferrant d'Aldous Huxley, prénommé Julian, eugéniste humaniste, entre guillemets, désirant réduire les inégalités par l'amélioration de la santé mondiale, qui inventa le mot transhumanisme, pour remplacer eugénisme suite aux excès nazis. Il ne pensait ou ne parlait pas forcément d'homme augmenté, mais d'autres reprirent son terme pour le faire, et lui-même, Julian Huxley, avait écrit
une fois pleinement saisi les conséquences qu'implique la biologie évolutionnaire, l'eugénique deviendra inévitablement une partie intégrante de la religion de l'avenir ou du complexe de sentiments, quel qu'il soit, qui pourra dans l'avenir prendre la place de la religion organisée. Voilà, donc une religion de science remplaçant la religion organisée. Il a écrit ça dans L'Homme, cet être unique en 1941. Un indéniable matérialisme destiné aux masses animait en tout cas Julian Huxley et un culte de la santé que Nietzsche avait prévu dans Le Dernier Homme, pour Le Dernier Homme dans Ainsi parlait Zarathustra dans les années 1880. Orwell expliqua que la version divertissement de la dictature mondiale avait finalement été choisie car plus facile à accepter. Mais la guerre froide permit bien de tester et de détester aussi bien la version totalitaire froide et écrasante de dictature que la version dictature molle, entertainment, divertissement, plutôt la version évidemment du bloc occidental. Mais en tout cas, les deux versions de la dictature, USA et URSS, Gog et Magog, avaient été testées et détestées. Aldous Huxley fit le tour des universités américaines pour Retour au meilleur des mondes et fut un éveilleur de la génération hippie de 1965, contestataire et profonde. Il mourut le même jour que John Fitzgerald Kennedy, autre idéaliste voulant changer le monde, assassiné le 23 novembre 1963. Issu d'un milieu de scientifiques dont faisait partie son grand-père, prix Nobel, Aldous Huxley savait de quoi il en retournait en termes de volonté eugéniste globale au XXe siècle. On va y revenir. Mais d'abord, je voudrais parler des mythes, de l'histoire, de l'ordre et du totalitarisme annoncé. Les mythes, on le croit souvent, ne sont que des événements historiques transformés en légendes, enfermant l'homme dans la reproduction superstitieuse de scénarios dépassés, alors que d'autres événements auraient pu donner naissance à d'autres codes, etc. Donc ça serait arbitraire. Mais ce n'est pas aussi simple. Comme les signes astrologiques, les mythes expriment aussi et surtout les lois par lesquelles l'homme progresse et avance, par lesquelles l'ordre juste se maintient, non pas sclérosé, mais dans un déploiement vivant. C'est la fonction de l'ordre de permettre le désir réalisé de chacun sans le chaos, dans la liberté réciproque respectée. Le mythe enseigne la préservation de la vie. Aller contre les lois naturelles, comme on le voit dans l'agriculture actuelle et dans le temps de coronavirus, on voit bien ce que faire n'importe quoi, manger n'importe quoi, cultiver n'importe quoi, comme l'ont démontré les épidémies précédentes de grippe porcine, grippe aviaire, etc. Et vache folle. On voit bien à quoi ça mène de briser les tabous finalement du non-respect de la vie. Aller contre les lois naturelles, comme on le voit dans l'agriculture actuelle, c'est menacer la vie même. Trahir et tarir la source qui habite la création que le Graal symbolise. Je parle évidemment des mythes civilisateurs et non de ceux par lesquels des groupes humains peuvent se donner un droit particulier à opprimer leurs semblables. Je suis tout à fait conscient de la mauvaise presse du mot ordre dans toute une pensée dominante qui se donne pour progressive, alors que ceux qui la professent vivent eux-mêmes sur un ordre matérialiste toujours plus mondialisé, hiérarchisé, intouchable, aux principes inquestionnables. Un ordre qui crée toujours plus de désordre et met hors la loi la proposition d'un autre ordre, juste issu des individus. Et cela à l'aide de privilèges, de brevets, de décrets, de lois internationales votées par des conseils jamais élus, ni acclamés, fruit d'une transmission progressive et pyramidale de l'investiture par le vote. On part du vote, mais dès qu'on a élu quelqu'un s'est fait élire, porté par tout un appareil de partis,
et bien là, il n'y a plus aucune démocratie, plus aucun compte à rendre, on passe dans des commissions et les décisions sont prises au détriment du bien commun. Un ordre qui se donne pour le droit en vertu d'une évolution prétendue de l'histoire, jamais enseignée, mais assénée à travers des réflexes conditionnés semblables à ceux décrits par Aldous Huxley. On va voir maintenant l'œuvre d'Aldous Huxley, Retour au meilleur des mondes, une œuvre méconnue.